Alors, je suis Aurélien Verler-Musio, je suis le réalisateur de La Couleuvre Noire, qui est mon deuxième long métrage de fiction, qui a été présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes dans la sélection Acide en 2025. Et je suis très heureux d'être au Festival Traversée. Alors, La Couleuvre Noire, c'est vraiment la rencontre avec le désert de la Tatacoa. Et j'insiste sur le thème rencontre, parce que c'est un film qui n'est pas du tout prémédité. C'est-à-dire que si un jour dans ma vie je ne vais pas dans le désert de la Tatacoa, si on ne me fait pas découvrir le désert de la Tatacoa, le film n'existe pas. Donc le projet est vraiment né de ma découverte du territoire et au-delà de la beauté du lieu, évidemment, de sa synéginie naturelle, c'est aussi le mode de vie des locaux, c'est aussi toute la sensorialité qui existe dans ce territoire-là qui m'a beaucoup troublé et qui m'a donné donc envie d'essayer de le raconter ou peut-être de nous raconter. Oui, ce qui m'a troublé au départ, justement, très vite je me suis rendu compte que ce n'était pas lié uniquement à la beauté du lieu, mais que c'était vraiment une sorte de sensorialité, en tout cas de vibration, qui était très présente sur le territoire. Et quand j'ai discuté avec les locaux, j'ai essayé de comprendre en fait, d'où venait cette espèce d'énergie que je ne sais pas tellement définir, en tout cas un rapport très étrange au territoire, mais dans la perception qu'on peut en avoir, hein, qui ne se limite pas juste, encore une fois, à la beauté du territoire. Et donc j'ai appris que ce désert avait été une jungle, donc que aussi la singularité du territoire, ses couleurs, ses formes, étaient aussi liées à son histoire passée, donc à cette mutation en cours, à son état du monde qui change. Et ben, évidemment, c'est un des exemples nombreux de ce qu'est notre planète, en tout cas la mutation de notre planète aujourd'hui. Évidemment, là, ça s'est fait sur des millions d'années, mais nous, aujourd'hui, ça s'accélère, ce changement par le dérèglement climatique, finalement, le changement de topographie de nos territoires sont beaucoup plus visibles. Donc j'ai eu envie de raconter ça, évidemment, en le ramenant dans un questionnement plus contemporain, et en même temps de raconter toute la question de l'héritage qui est lié à ça. C'est-à-dire que l'héritage de ces territoires, c'est raconter les histoires passées de ces territoires, donc le fait que c'était une jungle et qu'aujourd'hui c'est devenu un désert, mais aussi c'est les histoires culturelles de ces territoires-là, la manière d'y vivre, comment les locaux y vivent, comment ils se transmettent en tout cas leur mode de vie, leur manière de penser à partir de ce type d'espace. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, je vais partir d'un endroit où la ruralité est très atypique, voire très singulière, très marquée, et essayer de cette ruralité-là de montrer que finalement, le questionnement que je me pose, il est universel. Et cette idée, le point de départ, ça a été vraiment de partir de l'histoire de Siro, qui est un des éléments communs dans la Tatacoa, mais pas que dans la Tatacoa justement, c'est d'être originaire d'un lieu où la ruralité est très forte et de vouloir en partir parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'avenir. Et finalement, parfois, on a besoin d'y revenir et parfois on y revient par accident plus tard pour se rendre compte à quel point finalement l'héritage de notre source, de notre famille ou de la trajectoire familiale et culturelle nous imprègne en fait de manière un peu permanente, voire définitive. Donc je suis parti de cette idée-là, voilà, de partir de Siro, a fui son pays, son territoire, il n'y est pas revenu pendant 10 ans, il en revient. En y revenant, il s'émancipe, il le rencontre à nouveau finalement, il prend conscience de la nécessité de le rencontrer, de le raconter, pardon. Et aussi évidemment de cette importance, parce que le raconter, c'est continuer à faire perdurer finalement et la mémoire du lieu et aussi l'héritage culturel du mode de vie de sa famille. J'avais très envie de faire un film immersif, c'est-à-dire, encore une fois, quand je l'ai découvert, j'étais très troublé par la sensorialité du lieu. Et quand je parle de sensorialité, c'est les énergies qu'on ressent, mais c'est ce qu'on entend en fait. J'étais complètement bousculé, j'avais l'impression à la fois de découvrir des choses qui étaient complètement nouvelles, et en même temps, parfois j'avais l'impression de trouver des ponts entre... Moi j'ai grandi sur les Causes du Quercy, je ne compare pas la ruralité des Causes du Quercy avec la Tatacoa, mais en tout cas il y a un rapport sonore où les animaux sont très présents, les criquets, les grillons, il y a quelque chose qui est très très prégnant, qu'on a appris à écouter, on a appris à vivre avec même. Et j'ai retrouvé ça dans la Tatacoa et j'avais envie de garder l'identité sonore de la Tatacoa, donc de le rendre présent dans le film. Le cinéma nous permet de le faire exister, de le renforcer même, et de créer un environnement immersif à partir de ça, de finalement personnifier la Tatacoa. C'est-à-dire c'est sa manière de s'exprimer, sa manière de parler. Et sa manière de parler, c'est la manière dont le vent circule entre ces dunes, c'est la manière dont les animaux s'y déplacent et dont les animaux s'expriment. Et ça, c'était primordial pour moi de le mettre au cœur de la proposition pour justement personnifier le désert de la Tatacoa. La musique, très tôt quand on a décidé de faire de la musique avec les Tindersticks, on s'est vraiment posé cette question de dire, déjà on ne veut pas de musique exotique. C'est-à-dire que la musique elle ne doit pas venir ramener une forme d'exotisme culturel qui pourrait être maladroit. 2,
On ne voulait pas qu'elle soit là pour souligner un état émotionnel. Évidemment, on ne va pas mettre des violons pour faire pleurer au moment où les personnages sont fragiles, non. On s'est dit, en fait, elle doit être au service du film, elle doit ramener cette forme de modernité, qui est une modernité qui interroge le personnage de Siro. Elle doit venir en contraste, c'est-à-dire qu'elle doit venir bousculer le trajet du personnage. Elle doit nous aider on a essayé de la construire, de la mettre là où on ne l'attendait pas. Finalement, quand elle était attendue, on s'interdisait de la mettre, et quand elle n'était pas attendue, on se disait on va la mettre là, parce qu'elle va nous aider à ramener cette friction. Siro, quand il revient dans la Tatacoa, c'est un personnage déséquilibré, mais quand je dis déséquilibré, pas mental, il est déséquilibré physiquement, c'est-à-dire qu'il doit réapprendre presque à marcher, à évoluer dans ce territoire-là. Il est inconfortable. Et la musique, elle devait nous aider à venir ramener ce contraste-là, justement à venir ramener, le bousculer, appuyer, encore une fois, cette idée de contraste. J'aime beaucoup le plan séquence, j'en fais dans tous mes films, c'est vraiment une temporalité que j'adore. Je trouve que pour faire ressentir des choses, il y a quelque chose qui est précieux dans le plan séquence, dans le fait de ne pas couper le plan, de ne pas faire de rupture, qui rend souvent la sensation du spectateur plus immersive en tout cas. Après, c'est aussi des chorégraphies que j'adore mettre en place entre les corps, entre la caméra. Donc il y a tout un jeu finalement de fabrication, de mise en scène qui moi me passionne. Et quand j'ai fait La Couleuvre Noire, ce qui m'intéressait, c'est que les mouvements de caméra, typiquement, ne suivent jamais Siro. C'est-à-dire que les mouvements de caméra sont indépendants de Siro, c'est-à-dire que parfois Siro va rentrer dans un mouvement de caméra, mais la caméra ne va pas forcément le rattraper ou le suivre, elle va le laisser faire. Et la caméra, elle suit le minéral, elle suit le désert, elle raconte encore une fois le désert ou ce territoire-là. Et dans cette séquence avec la petite fille, typiquement, l'enjeu de la séquence pour moi, c'était que pour la première fois, Siro découvrait sa fille et cette petite fille allait voir son père. Donc l'enjeu, c'était d'être avec elle. Et les adultes, finalement, on s'en fiche. Et ce que je trouvais intéressant, c'est quand Siro rentre dans la boutique, nous, on ne reste pas avec Siro, on fuit, on accompagne la petite fille qui se déplace et on reste sur la petite fille qui les écoute, en fait. C'est-à-dire que la parole est hors champ, mais par contre, c'est elle qui est témoin de ce qui est en train de se jouer. Et donc, tout en étant témoin de ce qui est en train de se jouer, elle fait son propre chemin intime et elle renoue les cases qui lui manquaient de sa propre histoire. Donc voilà comment j'ai construit en tout cas mes mouvements de caméra. Jamais, en tout cas, dans l'idée de suivre Siro, d'accompagner Siro, mais plutôt voilà, pour faire résonner le territoire et les gens du territoire. L'idée, c'était de dire que je voulais ramener une forme de modernité dans le film, et quand je dis une forme de modernité, c'est une modernité dans le récit. C'est-à-dire que dans cette ruralité, ils ont quand même des téléphones portables, ils ont quand même la télé, même s'il n'y a pas l'eau courante, même si l'électricité peut ne pas y en avoir pendant 2 jours. En tout cas, ils ne sont pas déconnectés du monde contemporain, du monde moderne. Et d'ailleurs, ce monde moderne arrive et phagocyte de plus en plus ce type de territoire. Il s'en empare, parfois pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et ce que je trouve intéressant avec l'observatoire astronomique, c'est qu'il y a quelque chose finalement d'assez noble dans le travail des astronomes. C'est-à-dire que leur travail, c'est d'étudier le rapport entre le ciel et la Terre, de mieux vivre dans le futur, etc. Et en même temps, dans le film, ils racontent aussi qu'ils ne partagent pas leur quotidien avec les locaux. Ils tuent les couleuvres parce que pour eux, les couleuvres, c'est un serpent, c'est un animal méchant au départ. C'est pas sans être conscient de l'historique de l'animal, du symbole pour le territoire. Parce que Tatacoa, ça veut dire couleuvre noire. C'est aussi... Et donc, je trouvais ça beaucoup plus intéressant et nuancé de le raconter finalement par ce prisme-là, par le prisme de la science, des chercheurs, etc. Des satellites qui sont dans le ciel, qui se cassent la gueule dans le désert, donc qui polluent aussi à leur manière. De raconter ce monde contemporain qui s'approche et qui phagocyte que d'aller construire un hôtel de luxe dans la Tatacoa, par exemple, et partir sur une base qui aurait été beaucoup plus grossière, beaucoup plus évidente. Voilà, là, c'est un peu l'ambiguïté de notre monde, d'ailleurs. C'est-à-dire que je ne dis pas que... ce monde moderne ne doit pas exister, en tout cas les enjeux contemporains ne doivent pas exister, c'est juste comment finalement on ne fait pas coupure mais couture dans des espaces où la ruralité est beaucoup plus forte. Couleuvre noire, il n'y en a plus dans la Tatacoa, alors que c'était le symbole de la Tatacoa. Il en reste quelques-unes mais qui sont dans un vivarium à Bogota qu'on ne peut pas sortir évidemment. Il y a d'autres serpents dans la Tatacoa, parce qu'il y a plein d'animaux, il y a des scorpions, oui, il y a des serpents, mais encore une fois, le nom de la Tatacoa, c'est Couleuvre Noire, c'était le symbole du territoire, et il n'y en a plus. Et il n'y en aura peut-être plus jamais. Donc c'était aussi raconter à quel point ces territoires sont fragiles. Mais encore une fois, la Tatacoa et l'histoire de ce lieu-là est symptomatique de beaucoup d'histoires similaires, où il faut préserver, faire attention. Et quand dans le film, les scientifiques tuent des couleuvres, c'est une certaine manière pour dire parfois l'étranger tue l'animal par peur simplement, par peur du danger. Mais en le tuant, il fragilise un écosystème, il fragilise une histoire, il fragilise un héritage. Donc il faut être vigilant. Merci pour votre accueil.